Le chaboté, vous connaissez bien sûr, le prototype du serviteur malin qui fait profiter son maître de son astuce. C'est une légende du même acabit que je vous raconte aujourd'hui. Mais vous vous en doutez, comme d'habitude, la réalité historique ne sera pas forcément en accord avec la légende. Ceci est la gouache de titre du manuscrit original. Le maître chat ou le chaboté date de 1695. Et justement, ce sont les années 1690 qui nous intéressent. L'auteur du chaboté est Charles Perrault. Son frère aîné, Claude, a joué dans l'histoire du calcul différentiel un rôle que je vous ai déjà raconté. C'est lui qui a posé sa montre à gousset sur la table, l'a tirée par la chaîne et a demandé à Leibniz quelle courbe elle décrivait. Ce problème a alimenté la réflexion de Leibniz dans sa création du calcul différentiel. Cela se passait 20 ans auparavant, vers 1675. Mais revenons à Charles et son conte de ma mère Loi. Dans le rôle du chaboté, je vous présente Jean ou Johann Bernoulli. C'est le plus jeune des deux frères Bernoulli. En 1691, quand commence l'histoire, il n'a que 24 ans. Ses parents voulaient qu'il s'occupe du commerce familial, mais il a obtenu le droit de suivre des études de médecine à l'université. À l'université de Bâle, son frère Jacob ou Jacques enseigne la physique. Il se passionne pour le nouveau calcul différentiel dont Leibniz a publié de brefs comptes rendus en 1684 et 86. Ces articles sont plutôt cryptiques avec des omissions et des erreurs, mais cela suffit à Jacques Bernoulli pour reconstituer la démarche. Entraîné par Jacques, le petit frère progresse vite. Au moment où Jean Bernoulli entame son tour d'Europe initiatique, sa pérégrination académique, comme on dit dans le latin de l'époque, les deux frères sont les seuls en Europe continentale à comprendre le calcul de Leibniz. Quand Jean Bernoulli arrive à Paris fin 1691, c'est tout naturellement qu'il se présente au cercle que réunit autour de lui le philosophe et prêtre oratorien Nicolas Malebranche. Il y a là tous ceux qui vont jouer un rôle, positif ou négatif, dans la diffusion du calcul différentiel en France. Pierre Varignon, Joseph Saurin du côté des pour, Michel Rolle, Jean Gallois chez les contre. Jean Bernoulli les impressionne par sa compréhension du calcul différentiel et son aptitude à résoudre des problèmes que l'on croyait impossibles. Il dispose en particulier d'une nouvelle formule magique qui extrait de l'équation d'une courbe son rayon de courbure en tout point. C'est beaucoup plus fort que de calculer des tangentes, comme on le faisait depuis Fermat et Pascal. Un véritable exploit. Maintenant que vous connaissez le chaboté, il est temps que je vous présente celui qui va profiter de son astuce, le marquis de Carabas. C'est un véritable marquis. Jugez plutôt. Guillaume François, marquis de l'Hôpital et du Montelier, comte de Sainte-Mème et d'Entremont, seigneur d'Ouc, la Chaise, le Bréau et d'autres lieux. Une vieille famille de militaires et grands serviteurs de l'État, avec la fortune et les revenus fonciers qui vont avec. Le marquis de l'Hôpital a écouté les exposés de Bernoulli au cercle de Malebranche. Et comme il a les moyens, il n'hésite pas à l'engager pour se faire donner des leçons particulières de calcul différentiel. 4 leçons par semaine à Paris d'abord. Ensuite, Jean Bernoulli est invité plusieurs mois dans la propriété de Guillaume de l'Hôpital à Oucq, dans le Loir-et-Cher. On ne connaît pas les détails de l'arrangement financier de 1692. En revanche, on a conservé une lettre datée de mars 94 qui ressemble bien à un contrat en bonne et due forme.
Je vous donnerai avec plaisir une pension de 300 livres, qui commencera du 1er janvier de cette présente année, et je vous enverrai 200 livres pour la première demi-année à cause des journaux que vous m'avez envoyés, et l'autre demi-année sera de 150 livres, et ainsi à l'avenir. Les convertisseurs me disent que 300 livres de 1694 équivalent à un peu moins de 6 000 € d'aujourd'hui. Oh, ce n'était certes pas un salaire complet, mais pour le jeune Bernoulli qui n'avait pas grand-chose d'autre, le complément est le bienvenu. Que lui demande-t-on en échange? Je ne suis pas assez déraisonnable de demander pour cela tout votre temps, mais je vous prierai de me donner par intervalle quelques heures de votre temps pour travailler sur ce que je vous demanderai, et de me communiquer aussi vos découvertes, en vous priant en même temps de n'en faire point part à d'autres. Bernoulli s'empresse d'accepter, et pendant plusieurs années, y compris après avoir obtenu un poste de professeur à Groningen, il respecte le deal. Voici, de sa main même, une promesse datée du 22 juillet 1694. Pour ce qui regarde les choses qui ont été agitées entre vous et moi en particulier, et les découvertes que j'ai faites à votre égard et que je ferai à l'avenir, à l'occasion que vous me donnerez, je vous promets saintement, monsieur, de les tenir toujours secrètes et de n'en inventer rien du tout. Et c'est ainsi que 2 ans plus tard, tadam! L'analyse des infiniment petits pour l'intelligence des lignes courbes par monsieur le marquis de l'Hôpital, avec le frontispice ronflant que vous voyez. Au centre, Minerve, déesse de l'intelligence, assis à gauche, un angelot écrivant DX et DY sur son ardoise. Applaudissements unanimes. Ce livre, réédité en 1716 et 1768, a fait beaucoup pour la diffusion du calcul différentiel, qui n'était connu jusque-là que de quelques initiés. À la mort de l'auteur, Fontenelle ne tarit pas d'éloges. Monsieur de l'Hôpital a donné un livre aussi bien fait que bon. Il a eu l'art de ne faire d'une infinité de choses qu'un assez petit volume. Il y a mis cette brièveté et cette netteté si délicieuses pour l'esprit. L'ordre et la précision des idées l'ont presque dispensé d'employer des paroles. Il n'a voulu que faire penser, plus soigneux d'exciter les découvertes d'autrui que jaloux d'étaler les siennes. Ah, mais des découvertes, il y en a bien une qui porte son nom, la règle de l'hôpital. Elle figure effectivement dans son livre. C'est la réponse au problème annoncé à l'article 163. Soit une ligne courbe telle que la valeur de y soit exprimée par une fraction, dont le numérateur et le dénominateur deviennent chacun 0 lorsque x égale a. On demande quelle est la valeur de l'appliqué, c'est-à-dire l'ordonnée en A. Et maintenant, regardez ce que l'on trouve dans la suite de la lettre du 22 juillet 1694, celle où Bernoulli promettait saintement de tenir ses découvertes toujours secrètes. Problème. Étant donné une courbe dont la nature s'exprime par une fraction égale à y, qui en certains cas a le numérateur et le dénominateur égaux à 0, on en demande la valeur, c'est-à-dire la grandeur de l'appliqué y. Solution. Pour avoir la valeur de l'appliqué de la dite courbe au dit cas, il faut diviser la différentielle du numérateur de la fraction générale par la différentielle du dénominateur. C'est mot pour mot la règle de l'hôpital, qui est donc due à Bernoulli. Pour se faire bien comprendre, Bernoulli prend un exemple la courbe d'équation racine carrée de 2 à 3x moins x4 moins a racine cubique de, etc.
Pas le genre d'exemple sur lequel on tombe par hasard. Et, à votre avis, quel est le premier exemple que Guillaume de l'Hôpital donne de sa règle dans son livre 2 ans plus tard? Bingo, vous aviez deviné. Oh, quel imposteur tout de même. Voilà, ce sont les faits d'où provient la légende noire. L'Hôpital aurait tout bonnement acheté à Jean Bernoulli les résultats mathématiques qui ont fait sa renommée et qu'il était incapable de trouver lui-même. Et comme vous l'imaginez, la réalité est un peu plus nuancée. Allons-y pour les nuances. D'abord, les capacités de l'hôpital. Ceci est extrait d'une lettre à Malebranche d'octobre 1690, plus d'un an avant l'arrivée à Paris de Bernoulli. J'ai reçu depuis notre séparation 2 ou 3 lettres de M. Huygens touchant les centres d'oscillation. Il a approuvé à la fin ce que je lui ai envoyé là-dessus, et je crois même qu'il le fera mettre dans les journaux de Hollande. Mon dessein est de changer entièrement l'arithmétique des infinis. Il me semble que j'ai une manière plus générale et plus facile de démontrer toutes ces propositions, dont je suis sûr qu'elle ne vous déplaira pas. Avant de rencontrer Bernoulli, le marquis de l'Hôpital était déjà un mathématicien reconnu, à la pointe des problèmes de son temps, qui correspondait avec Huygens et jouissait de son estime. Même s'il n'est pas de la même trempe que Huygens, Leibniz et Jean Bernoulli, il est tout de même considéré comme le meilleur mathématicien français. En 1695, Bernoulli lui écrit « Leibniz vous estime et vous respecte beaucoup, vous appelant le phénix des mathématiciens français. » Et tout de même, être reconnu par Leibniz lui-même comme le seul en France qui comprend sa théorie, ce n'est pas rien. Ensuite, le fameux livre, l'analyse des infiniment petits. L'édition originale ne porte pas de nom d'auteur. Dans la préface, l'hôpital retrace l'histoire du sujet et cite bien sûr Leibniz, les frères Bernoulli et même Newton. Puis vient le paragraphe que vous voyez. Au reste, je reconnais devoir beaucoup aux lumières de messieurs Bernoulli, surtout à celles du jeune, présentement professeur à Groningue, c'est-à-dire Jean. Je me suis servi sans façon de leurs découvertes et de celles de M. Leibniz. C'est pourquoi je consens qu'ils en revendiquent tout ce qui leur plaira, me contentant de ce qu'ils voudront bien me laisser. Ben, difficile de faire plus clair comme reconnaissance, vous ne trouvez pas? Ce n'est pas l'attitude d'un auteur qui cherche à voler des résultats qui ne lui appartiennent pas. Mais, au fait, quand et par qui a-t-on su que les résultats étaient de Jean Bernoulli? Et la réponse est par Jean Bernoulli lui-même, aussitôt après le décès du marquis de l'Hôpital. Il est mort en février 1704. En août suivant, paraît cet article dans les Acta Eruditorum de Leipzig. Jean Bernoulli sur le perfectionnement de sa règle, publié dans le livre français Analyse des infiniment petits, article 163, pour déterminer la valeur d'une fraction dont le numérateur et le dénominateur s'annulent dans certains cas. Même ses amis sont choqués. Joseph Saurin, qui est cité dans l'article, s'en ouvre à Pierre Varignon. Je considère trop M. Bernoulli pour n'être pas fâché qu'il se fasse tort dans le monde par l'empressement qu'il a de revendiquer tout ce qu'il peut de l'analyse des infiniment petits. Cet empressement n'est pas généreux, surtout après la mort de l'auteur, et je crains qu'il ne se trouve bien d'honnêtes gens choqués du peu d'égard qu'il marque pour la mémoire d'un illustre ami qu'il a honoré de son affection et qui en a si bien usé avec lui par rapport à l'ouvrage même dont il est question. Et il faut dire que ce n'est pas la première fois que le caractère de Jean Bernoulli pose problème. Déjà, en 1699,
Quand l'Académie des sciences de Paris élit les deux frères Bernoulli correspondants étrangers, l'hôpital transmet les conditions de cette nomination. Vous avez été reçu à la pluralité des suffrages par le scrutin, aussi bien que monsieur votre frère. Mais avec cette condition, qu'on vous prie tous les deux, lorsqu'il s'agira entre vous de disputes de science, d'en agir plus honnêtement que vous n'avez fait par le passé, et que les injures ne soient point de la partie. Car en vérité cela fait un très mauvais effet, et pour l'un et pour l'autre. 3 jours plus tard, Varignon enfonce le clou. En vérité, je ne vois personne qui ne vous blâme tous les deux d'en être venu à de telles extrémités, pour des choses que, hors 5 ou 6 mathématiciens, tout le monde regarde comme des bagatelles. Encore ces mathématiciens ne laissent-ils pas de vous blâmer aussi tous les deux, de diffamer ainsi les mathématiques par vos contestations et vos injures réciproques? Vous voulez des exemples? Voici comment Jean Bernoulli parle à l'hôpital de son frère Jacques. C'est un misanthrope général qui n'épargne pas même son frère. Comme vous voyez partout ce qu'il m'a fait, il crève de rage, de haine, d'envie et de jalousie contre moi. Il me veut du mal à cause que vous me voulez du bien. Il me persécuta dès le moment que vous m'avez fait l'honneur d'une pension. Il croit que cela fait du tort à sa vaine réputation. Ne pouvant souffrir que moi qui suis le cadet soit aussi bien estimé que lui qui est l'aîné. Enfin, ce serait avec le plus grand plaisir que de me voir dans l'état le plus misérable et réduit à l'extrémité. Quelle indignité à un frère, quel exécrable orgueil! Vous ne sauriez croire combien ce frère qui n'est pas digne de porter le nom de frère me hait, combien il me persécute et tâche de m'abîmer, depuis que j'ai l'honneur d'être bien regardé auprès de vous. Il en a donné nouvellement un bel échantillon dans les actes du dernier décembre, où il me déchire misérablement et vomit contre moi des calomnies et faussetés épouvantables, et même tout ce qui y paraît être de plus doux et à mon avantage est rempli de poisons cachés. Reconnaissons-le, Jacques Bernoulli n'était pas en reste. De manière beaucoup moins violente, certes, mais plus sournoise. Il provoque son petit frère publiquement en proposant des défis qui lui donnent l'occasion de rappeler que c'est à lui qu'il doit sa formation mathématique. Lorsque je proposai dans les journaux de Leipzig à mon frère quelques problèmes de géométrie, ce fut principalement dans la vue et dans l'espérance qu'il nous en donnerait un jour la solution. Car, outre que je considérais que nous pouvons avoir bonne part à la gloire de ceux qui se rendent habiles dans une science dont il n'y a pas longtemps que nous leur en avons donné les premières ouvertures, j'avais encore des raisons particulières pour souhaiter qu'il pût réussir et gagner le petit prix qui y a été joint par un de mes amis. Et puis il fait semblant de se désoler des erreurs qu'il trouve ou qu'il imagine. En raisonnant faussement sur une hypothèse fausse, il se peut faire, quelquefois, qu'on arrive à une conclusion vraie. Une fausseté, pour ainsi dire, corrigeant l'autre. C'est justement ce que je crois être arrivé à mon frère, qui, selon toutes les apparences, s'est d'abord jeté dans un principe faux, d'où, par le moyen d'un sophisme, il a tiré une solution, qui, par un bonheur extraordinaire, ne laisse pas d'être en partie véritable. La rivalité et la jalousie réciproque duraient, semble-t-il, depuis le succès de Jean Bernoulli sur le problème de la chaînette, en 1690. Dès l'année suivante, le ton sur lequel il s'adressait à son frère devenait particulièrement agressif. C'est vous qui voulez vous moquer du monde, me croyez-vous aveugle?
Si j'avais les actes, je vous montrerais le passage. Serait-il possible que je puisse avoir depuis plusieurs années cette rangée exprimant la quadrature des sections coniques dans la mémoire, si vous ne l'aviez que nouvellement inventée? Et de plus, ce qui découvre votre plagiat, etc., etc. J'ai beau faire tout mon possible pour ne pas tomber dans le jugement et l'anachronisme, je n'arriverai pas à rester neutre en vous parlant du comportement de Jean Bernoulli vis-à-vis de son fils Daniel. Daniel s'est montré assez tôt le digne héritier de la tradition mathématique familiale, égalant presque son ami Léonard Euler. Forcément, il a fini par se retrouver en concurrence avec son père. Le clash s'est produit en 1734 quand l'Académie des sciences de Paris a décidé de partager son premier prix entre deux mémoires, l'un de Daniel, l'autre de Jean. Au lieu de s'en réjouir et de se montrer très fier, Jean a laissé éclater sa jalousie et a expulsé son fils de chez lui. Pourtant, quand Daniel publie son œuvre majeure sur la dynamique des fluides en 1738, il se présente comme le fils de Jean, vous le voyez dans l'encadré bleu. Espérait-il renouer le contact? Peine perdue. Dans ses œuvres complètes, 4 ans plus tard, Jean publie un chapitre intitulé Hydraulica. Vous voyez la date, année 1732, soit 2 ans avant que son fils n'ait écrit son Hydrodynamica. Et ce n'était qu'un mensonge pour imposer sa priorité. Jean Bernoulli a tout simplement plagié son propre fils. Il n'a réussi qu'à se décrédibiliser. Maintenant, voici de la main même de Jean Bernoulli un passage où il se revendique comme auteur de l'analyse des infiniment petits. Ces messieurs ne sont donc pas en état de savoir précisément et démonstrativement que je suis l'auteur de l'analyse des infiniment petits, mais je le suis pourtant, excepté de quelques petites choses que monsieur le marquis a entremêlées de son chef, et qui toutes ensemble ne rempliraient pas 2 ou 3 pages. Vous dites qu'il y a bien des gens à Paris qui le croient comme je le dis, mais il y en a d'autres, en plus grand nombre, qui, considérant que je n'ai protesté ni réclamé du vivant de monsieur de l'Hôpital, qu'on a de lui d'autres excellents ouvrages, et qu'il a résolu des problèmes plus difficiles que ceux qui sont dans l'analyse, croient que j'en impose. On a retrouvé les notes du cours de calcul différentiel que Bernoulli a rédigé en latin et donné au marquis de l'Hôpital en 1692. Il y en a 30 pages, contre plus de 200 pour l'analyse des infiniment petits. Quelques petites choses qui ne rempliraient pas 2 ou 3 pages. Vraiment? Et maintenant, voici un nouveau conte de Perrault, Le Petit Chaperon Rouge, avec Jean Bernoulli dans le rôle du grand méchant loup. Qui voulez-vous pour la mère Grand et sa petite fille?